Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons entrer un peu plus dans le détail des expressions mathématiques et voir comment afficher un certain nombre de symboles qu'on retrouve régulièrement dans justement des expressions mathématiques. Alors, déjà tout d'abord, mise en garde, il n'y a pas de secret. Si vous ne la connaissez pas, c'est relativement rare de trouver la commande. Alors bien que certaines sont très intuitives, il y en a d'autres que il faut les avoir vues, il faut les connaître pour les utiliser. Donc les méthodes sont très simples, hein, moteur de recherche, vous tapez vous tapez ce que vous cherchez à faire, et vous trouverez soit un forum, soit une documentation LaTeX, ou un fichier PDF avec la liste des symboles, ou autre méthode, c'est d'utiliser un éditeur de texte intégré qui a déjà une liste de symboles LaTeX dans ses menus, comme je vous l'avais montré lors de la toute première vidéo que j'avais faite. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'environnement mathématique, bien sûr, puisque je vais faire des équations mathématiques, mais je vais utiliser l'environnement avec les doubles dollars pour ouvrir et pour fermer l'environnement mathématique. Comme ça me permettra d'avoir un rendu très joli, c'est-à-dire les équations centrées, enfin, les symboles, la liste de symboles centrés et une gestion des espaces verticales pour que ce soit bien lisible. Alors on va commencer tout de suite par des symboles qu'on retrouve quand même très souvent en mathématiques, c'est les lettres grecques. Alors ceux-là font partie de la famille de ceux qu'on peut retrouver assez facilement, tout simplement parce qu'il faut connaître le nom de la lettre grecque et rajouter un anti-slash devant. Donc pour la lettre grecque alpha, il suffit d'écrire anti-slash alpha. Si on écrit anti-slash alpha et qu'on regarde le PDF, et bien voilà, je zoome un petit peu, on a le symbole alpha, tout simplement, dans notre équation. Et puis on peut faire pareil pour tout l'alphabet grec, hein, si je veux mettre bêta, puis on va mettre gamma, delta, bon, puis après vous avez compris, hein, j'ai pas besoin de tous les mettre, et voilà le résultat, alpha, bêta, gamma, delta. A savoir que certaines lettres grecques on peut les trouver sous plusieurs tailles, minuscules, majuscules. Donc là par exemple le delta, si je veux obtenir le delta majuscule, je fais un anti-slash delta, mais avec un D majuscule. Je compile, et vous voyez maintenant, j'ai le delta majuscule. Alors puisqu'on est au delta minuscule majuscule, il y a un autre symbole qui ressemble énormément et qu'on peut être tenté de faire et de chercher, c'est le symbole de la dérivée partielle, qui ressemble à un D. Alors celui-là, par contre, on n'est pas dans l'alphabet grec, et pour le faire, c'est le symbole de la dérivée partielle, et en anglais, c'est partial, donc on va écrire anti-slash partial. Hop, et vous voyez notre symbole de dérivée partielle. Et puis on peut continuer comme ça pour toutes les lettres, hein. Je peux mettre par exemple zeta, la lettre pi, hein, qui est quand même très souvent utilisée en mathématiques, et puis ainsi de suite. Voilà, donc vous remarquerez que lorsque vous éditez un fichier LaTeX, vous aurez peut-être tendance à un petit peu plus souvent utiliser des lettres grecques comme zeta par exemple, parce qu'elles sont faciles à faire et faciles à reconnaître, ce qui serait beaucoup plus difficile à la main. Alors après ces quelques lettres grecques, on va regarder 2-3 autres symboles standards qu'on utilise. Déjà le symbole multiplié, enfin les symboles d'opération de base, hein, plus, multiplier, puis qu'est-ce qu'on a? On a la soustraction, on a le symbole égal, et je compile, et là vous allez voir que, voilà, c'est très bien, sauf pour un, qui est le X, justement parce que là, on voit le X dans l'écriture, la lettre X, qui correspond souvent à l'inconnu, mais pas au symbole arithmétique multiplié. Donc pour le symbole arithmétique multiplié, ce qu'il faut faire, c'est utiliser la commande qui est issue de l'anglais, hein, qui est anti-slash times. Times pour multiplier en anglais. Et donc là, vous voyez, vous avez votre symbole multiplié, il n'y a pas de souci. Alors d'ailleurs, je crois même que si vous voulez le symbole divisé avec les deux points et la barre, il suffit de faire anti-slash div. Voilà. C'est un symbole que j'utilise pas souvent, mais qu'on peut faire de cette manière-là. Alors après ces symboles, on va encore voir deux petites choses assez jolies, enfin qu'il faut savoir faire, hein, parce que ça s'utilise très souvent, qui sont la racine carrée et les fractions. On va commencer par la racine carrée parce que c'est le plus facile. La racine carrée, on se base toujours sur l'anglais, hein.
Donc on va faire un anti-slash, parce que ça va être une commande, et en anglais, la racine carrée, le résumé, c'est SQRT pour square root. Donc SQRT, j'ouvre l'accolade, je ferme l'accolade, et à l'intérieur, je mets le nombre que je veux mettre sous la racine. Donc là, par exemple, 9, je compile, et voilà le résultat. Donc nous avons notre racine carrée de 9. Pour les fractions, ça reprend le même principe. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement parce qu'on va taper une commande, donc anti-slash quelque chose, et on va mettre des accolades pour spécifier ce que l'on va mettre dans quels vont être les arguments de la commande, c'est-à-dire plus précisément pour la fraction, ce qu'on va mettre au numérateur et au dénominateur. Tout comme on vient de le faire pour la fraction, pour la racine carrée, on a mis le 9 qui devait être sous la racine. Donc pour la fraction, la commande est, encore une fois, c'est assez intuitif pour ces commandes-là, ces commandes redondantes. C'est anti-slash frac, et on va ouvrir accolade, fermer accolade, ça va être le numérateur, et pour le dénominateur, on va rouvrir et refermer l'accolade. Donc cette commande-là, elle va vous permettre donc ici de mettre le numérateur, et ici de mettre le dénominateur. Donc si ici par exemple je mets 1,5, donc 1 en haut et 2 en bas, je compile, et vous voyez ma fraction 1,5. Vous remarquerez que la barre ici, la barre de fraction, sa taille est automatiquement ajustée en fonction de ce que vous avez mis dans votre fraction. Encore un avantage du LaTeX, enfin un avantage que tout soit automatisé. Donc par exemple si je mets au numérateur 1 plus 1 et qu'au dénominateur je laisse 2, et bien là, vous voyez, la barre est automatiquement plus grande. Voilà pour les fractions. Ah oui, pour les fractions, j'en profite pour dire qu'on peut en imbriquer un certain nombre. On ne peut pas en le faire 50 fois, mais on peut par exemple en faire 2 ou 3 d'affilée. Donc si par exemple je mets 1 au numérateur et que je vais mettre 1 plus une autre fraction au dénominateur, donc par exemple 1,5, eh bien je réécris une fraction. Donc vous voyez ce que je fais, c'est que je prends mon environnement fraction numérateur, dénominateur, et au dénominateur, je rajoute un nouvel environnement fraction avec à la fois un nouveau numérateur, qui va être le numérateur de la sous-fraction, et le dénominateur. Donc ici, le numérateur et le dénominateur, je compile, et vous voyez le résultat. Donc la fraction est automatiquement ajustée en taille, c'est-à-dire qu'elle est écrite beaucoup plus petite que le 1,5 qui était ici, pour que ça soit esthétique. Et on peut recommencer ici, de cette manière-là plusieurs fois. Donc là, si par exemple, au niveau du 2, là, je souhaitais mettre non pas 2, mais 2 plus 1,5, eh bien, je reprends l'endroit où il y a le 2, je rajoute une nouvelle fraction, donc j'ouvre le numérateur et le dénominateur. Alors ça, c'est un conseil que je vous donne immédiatement, c'est que lorsque vous ouvrez lorsque vous utilisez une commande fraction, remettez tout de suite les accolades du numérateur et du dénominateur immédiatement. C'est-à-dire vous les ouvrez, vous les fermez tout de suite. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'oublierez rien par la suite. Parce que lorsque vos expressions se deviennent relativement compliquées, comme là par exemple, vous voyez, il y en a 3 qui se ferment d'affilée, c'est très rapide de faire une erreur et d'oublier de fermer une accolade. Donc là, je reviens sur l'exemple, je rajoute donc encore une fois mon 1,5, je compile, et voilà, vous voyez, ça s'imbrique de plus en plus, et comme vous pouvez le voir, le 1,5 qui est là est un petit peu plus petit que le 1,5 qui est là. Donc de mémoire, il me semble qu'on peut faire 4 fractions incluses les unes dans les autres. Bon, c'est relativement rare qu'on aille plus loin que là, mais on peut le faire. C'est ça qu'il faut garder en tête. Alors, autre symbole standard qu'on retrouve très souvent en LaTeX, ce sont les fonctions de base. Par exemple, si vous voulez mettre cosinus x. Cosinus, j'ai du mal, cosinus x, je compile, vous voyez le résultat, cos x. Seulement, ce n'est pas vraiment la fonction cosinus x. Pourquoi je vous dis ça? Bien tout simplement parce que là, pour le compilateur, le cos que j'ai écrit là, je l'ai écrit en environnement texte. Enfin, c'est-à-dire que j'ai écrit du texte dans un environnement mathématique. Par conséquent, la fonction ici est écrite en italique. Donc les 3 paramètres sont écrites en italique. Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. En LaTeX, on a une façon de distinguer les deux, entre la façon qui veut dire cos version texte et cos version mathématique. En mathématiques, on va rajouter, vous l'aurez deviné comme toujours, un préfixe qui va permettre de savoir que c'est une commande et non pas juste du texte. Et pour la commande, on met un anti-slash, donc anti-slash cos entre parenthèses x. Et là, ce que vous voyez, c'est que le cos a repris une police droite. On n'est plus en italique.
Alors de la même manière, vous avez tout plein de fonctions qui sont déjà prédéfinies, comme sinus, tangente. D'ailleurs là on me dit que j'ai aussi tangente hyperbolique, on va voir ça tout de suite. Donc voilà, sinus, tangente hyperbolique. Vous l'aurez compris, on en a plein comme ça. On a l'exponentielle, avec l'anti-slash exp. On a aussi le log, anti-slash log, ça c'est souvent en français pour le log en base 10. Et on a aussi le log népérien, qui peut être plus utile en français. Donc voilà, vous retrouvez ici toutes les fonctions écrites avec des caractères droits. Voilà pour les fonctions standards. Alors, maintenant, on va terminer par quelque chose qui est aussi souvent important en mathématiques. Le sujet est vaste, donc je vais juste faire un aperçu rapide de quelques commandes. Ce sont les flèches. Si on veut, par exemple, définir une fonction avec un intervalle de départ, un intervalle d'arrivée, on a plein de flèches possibles. Alors, on va commencer par les premières flèches, les plus simples de toutes, et ça se base toujours sur l'anglais. Donc on va faire une flèche qui pointe à droite, donc qui se dirige vers la droite. Donc en anglais, la droite c'est right, et flèche, arrow. Donc on va mettre anti-slash parce que c'est une commande. Donc right, arrow. Donc on compile, et vous voyez ici maintenant, voilà ma petite flèche qui pointe vers la droite. Vous l'aurez, voilà, une fois que vous en avez un, vous allez voir que c'est très facile d'avoir les autres. Si je veux une flèche qui pointe vers la gauche, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que c'est pas vers la droite, mais vers la gauche. Donc en anglais, on a left arrow. Et voilà. Et puis on peut faire une flèche qui pointe vers le haut, une flèche qui pointe vers le bas. Vers le haut, ça va être un up. Et vers le bas, ça va être un down. Et donc voilà nos 4 flèches qui pointent dans 4 directions. Maintenant, on peut aussi être intéressé par des doubles flèches. Par exemple, pour le symbole implique. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, le symbole implique, qu'est-ce que c'est? C'est une flèche avec une double barre qui tend vers la droite. C'est pas vraiment celle-là, hein, puisqu'il faudrait qu'elle soit entre guillemets plus grosse, puisqu'il y a une double barre. Donc dans ce principe-là, pour pas inventer des commandes très compliquées, vous allez voir qu'elles ont été faites de manière très naturelle. Parce que ce sont exactement les mêmes que les flèches de base, mais où on va remplacer la première lettre par une majuscule, pour spécifier que justement ce sont des flèches plus imposantes. Donc ici je mets right avec un R majuscule, left arrow avec un L majuscule, up arrow avec un U majuscule et down arrow avec un D majuscule. Je compile et vous avez immédiatement toutes nos flèches, les flèches impliques standard qu'on peut avoir. Alors c'est très bien, mais des fois on n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce que la flèche ici elle est un peu trop petite. Vous voyez par exemple le cosinus ici, il est plus grand que la flèche. Donc des fois on aime avoir des flèches plus longues. Donc une façon de faire, c'est tout simplement de dire que je veux une flèche plus longue. Donc je veux les 4 flèches de base, à gauche, à droite, en haut, en bas, mais je veux qu'elles soient plus longues. Donc je vais tout simplement rajouter un préfixe à la commande. Enfin pas la commande, mais entre l'anti-slash et la commande, je vais rajouter un préfixe qui va être long. Long pour, comme vous l'aurez compris, long, pour avoir une flèche longue. Donc ici je le rajoute. Et nous avons en compte... non, long, pardon, ces deux-là n'existent pas, bien sûr qu'elles n'existent pas, puisque ça va augmenter la taille, et l'interligne étant... la taille d'une ligne et l'interligne étant fixée, on ne va pas pouvoir faire des flèches plus longues en hauteur, et en haut et vers le bas. Par contre, pour flèche gauche et droite, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Oui, hein, comme je vous explique, vous voyez ici la taille de la ligne, elle est fixée. Si vous rajoutiez des longues lignes ici, vous dépasseriez la taille standard et on obtiendrait un rendu beaucoup moins agréable à l'œil. Donc ces commandes-là n'existent pas par défaut. Autre commande qu'on peut utiliser, c'est les commandes maps_to. Alors, on va voir ça tout de suite, mais par exemple, cette flèche-là, et cette flèche-là, donc celles qui vont vers la droite, souvent, les gens n'aiment pas ces flèches-là pour dire que c'est une application qui va aller de quelque part vers quelque part. Et ce qu'on préfère, c'est utiliser les commandes maps_to. Donc, automatiquement, maps_to, ça va être vers la droite. Et
si je compile, vous voyez le résultat. Vous voyez la différence ici, au tout début, vous avez une barre verticale pour voilà, tout simplement pour se différencier de la flèche qui était ici. Et tout comme la version longue de la Write Ago, on a la longue Maps2. Voilà. Voilà, donc je vous fais un petit survol rapide sur, on va dire, les fonctions, les commandes de base en mathématiques, pour pouvoir commencer à écrire des expressions mathématiques en LaTeX. Je vous rappelle que si vous voulez des symboles un petit peu particuliers, ben là, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit cette commande est déjà implémentée dans le LaTeX de base, donc là il vous suffit de connaître la commande, donc un petit tour sur votre moteur de recherche et vous cherchez la commande ou sur un manuel. Et après vous pouvez rajouter des milliers de symboles, mais des symboles qui sont pas forcément mathématiques, je sais pas moi, un petit nuage qui montre un orage, les symboles pour les vêtements, le fer à repasser, le lavage, ainsi de suite, enfin bon. Il y a des milliers de symboles, et si vous voulez utiliser ces symboles-là, là par contre vous serez obligé de rajouter des packages dans le préambule de votre fichier texte pour pouvoir les utiliser. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, vous aurez besoin de connaître la commande, et ça se fait toujours en regardant, enfin très souvent plutôt, en regardant les manuels qui sont malheureusement en anglais, mais qui pour des symboles sont très faciles d'utilisation puisque vous avez la commande et à côté le rendu du symbole. Donc même si vous ne parlez pas anglais, c'est très simple de retrouver ces commandes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.